Oui, en Angleterre, c'est un peu particulier qu'en France, souvent, on achète avec les murs, c'est quasiment automatique, mais en Angleterre aussi, on achète beaucoup plus long avec un bail amphithéotique. Quand on a un bail amphithéotique, ça peut être à partir de 20 ans ou ça peut être pour 99 ans ou 999 ans. Les banques sont d'accord de prêter sur un bail amphithéotique, mais aussi il ne faut pas être trop court. Si on est court, il faut prendre le conseil d'un juriste pour voir si on a le droit de franchiser après 2 ans d'occupation. Et ça veut dire qu'on va payer plus pour prolonger le bail amphithéotique. Alors, les frais d'agence ne sont pas la gloire au Royaume-Uni pour les agences immobilières. En général, les agences sont à peu près 1,5%. Nous, en France, souvent, on est 5% hors taxe ou 5% TTC. En Royaume-Uni, c'est 1,5%. Donc, en habitation, il n'y a pas beaucoup de partagés, mais c'est comme ça. Et il y a certaines circonstances quand on a les gens qui font le mandat de recherche, mais la personne qui fait le mandat de recherche ne peut pas être rémunérée comme d'habitude sur les deux côtés. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas extraordinaire les commissions des agences en Angleterre, non. Au Royaume-Uni, je dois dire plutôt. Ici, c'est très important. Il faut définir si on est résident ou non résident. Si c'est une maison secondaire ou ce n'est pas sa résidence en Angleterre, parce qu'on réside ailleurs, même si on a d'autres résidences, on a une taxe sur l'achat, une surcharge de 5% à partir du 1er avril 2021. Énorme. Avant, il était 3, maintenant c'est 5. Dans le sens-là, il faut comprendre la valeur de bien, le taxe au droit d'achat, elle est progressive. Donc, si on achète quelque chose pour 750 000 livres, parce qu'on est en livres en Royaume-Uni, on peut considérer peut-être ces 8% frais relativement similaires que la France. Mais le plus la valeur de bien, le plus le coût. Et on peut augmenter jusqu'à 17%. Donc, si on achète environ 2 millions et demi, on va payer un taux effectif moyen de presque 15-30%. Donc, c'est cher. Donc, c'est pas très intelligent. C'est comme ça, mais prudence. En contrepartie, quand on achète, on prend un solliciteur ou une personne qui spécialise dans les transactions immobilières. Cette personne, elle est relativement raisonnable et peut coûter même seulement 1000 livres si on trouve quelqu'un compétitif ou un demi% de le prix d'achat, mais il faut aller au marché et rechercher quelqu'un de bonne valeur qualité-prix. Compétent, réponse du civil, mais ce n'est pas la peine de surpayer. Mais où on n'est pas malheureusement gâté, c'est les frais d'achat à l'État. Et il y a les exonérations pour les résidents de les premiers 500 000 qui vont expirer bientôt, mais malheureusement, ça n'applique pas aux non-résidents du Royaume-Uni. Alors, pour le crédit, France, aujourd'hui, il est sur la liste noire de beaucoup de banques au Royaume-Uni. Donc, c'est ridicule, je sais, mais avec les problèmes de Brexit, il ne veut pas les gens aujourd'hui de France. Ça va changer dans encore période de temps. Donc, ça veut dire que ce n'est pas facile, si on n'achète pas content, d'avoir le crédit au Royaume-Uni hors de le crédit lombard ou prêté contre votre vrai argent. Maintenant, si on est un non-résident du Royaume-Uni, en général, le crédit peut être autour de 60% de la valeur de bien. Après, comme en France, on doit faire la preuve de revenus, ou ailleurs même, et on doit démontrer qu'on a toutes les capacités. Il y a un deuxième style de crédit au Royaume-Uni qui s'appelle buy to let. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend un bail pour louer le bien. Ça, c'est un petit peu plus cher. Ce n'est pas tout à fait les mêmes critères. Et c'est intéressant aussi. En Royaume-Uni, il y a une énorme variance de prix. En
beaucoup de pays d'Europe, on a les taux fixes. Au Royaume-Uni, souvent les taux fixes sont limités dans le temps, entre 2 et 5 ans, après ils sont libres. Donc on a une guerre ou un jeu au Royaume-Uni qu'on prête l'argent et on refinance chaque 3-5 ans. Mais il y a une bonne nouvelle. On n'a pas le même problème de coût de hypothèque. En gros, il n'y a pas ces frais, c'est un très minimal coût à la banque ou à l'avocat pour enregistrer quelques centaines de livres. Donc en France, on a ce problème de hypothèque conventionnelle, le privilège de denier. En Royaume-Uni, on n'a pas ce problème. Donc de refinancer à la fin de 3-5 ans, si on a le terme and condition, ça ne pose pas de problème de changer de banque et il y a une concurrence entre les banques. Donc au moment qu'on veut le faire, il faut peut-être 6 mois ou 8 mois avant, aller dans le marché et voir qu'est-ce qui est dans votre intérêt. Et après, pour une autre chose, c'est un peu mode, de temps en temps on a le crédit amortissable et de temps en temps on peut faire le crédit infini. En Royaume-Uni, ça veut dire qu'on peut prêter sans amortir le crédit. Si on fait ça, c'est tout à fait faisable, mais bien entendu, la banque veut savoir comment vous repayez à cas d'échéance. Quand on vend un bien en Angleterre qui n'est pas la maison principale, sur la maison principale, on est exonéré en plus-value, mais sur une maison secondaire, on est imposé. C'est une flat tax, comme on dit en France, et en Royaume-Uni, c'est 28%, sans aucun abattement et aucun amortissement, il est simplement 28%. Après, le problème successoral, il faut voir où est votre résidence fiscale, qu'il y a une règle en Angleterre, on peut, si on ne décède pas, être exonéré de donation si on ne meurt pas dans 7 ans. Donc ça veut dire qu'on peut donner les biens à quelqu'un d'autre qui on choisit, même pas la famille, et si on survit 7 ans, on n'est pas imposable. Maintenant, si on a la malchance de mourir dans ces 7 ans, après, on a un taux effectif qui peut même être similaire que la France. Après décès, on a la situation de la succession, et là, on va utiliser les taux effectifs dans la succession comme tout pays, comme en France.